Nous sommes sur la ligne 157 337. Veuillez envoyer de l'aide immédiatement. Notre avion est en train de descendre. Il est temps de parler de quelque chose à la fois troublant et inquiétant. Des célébrités qui ont simplement disparu dans la nature. Le major Glenn Miller, directeur de l'orchestre de l'armée de l'air américaine, a disparu lors d'un vol d'Angleterre vers Paris. Nous ne parlons pas de célébrités qui se retirent de la lumière des projecteurs. Nous allons parler de personnes qui étaient là un jour et ont disparu le lendemain, sans explication claire, sans conclusion. C'est comme si elles étaient coincées dans un roman mystère étrange qui n'a jamais été terminé. Amelia Earhart. Amelia Earhart était le visage de l'ambition sans peur en 1937. Elle ne faisait pas que piloter des avions, elle brisait des plafonds. Cette femme était un modèle complet, inspirant des millions de personnes avec ses objectifs audacieux. Alors, quand elle a annoncé son projet de faire le tour du monde en avion, les gens étaient emballés. Mais un jour, elle et son navigateur, Fred Noonan, traversaient l'océan Pacifique le 2 juillet pour atterrir sur cette petite parcelle appelée l'île Howland. Mais quelque chose s'est mal passé. Les communications radio ont commencé à échouer. Et la dernière chose que quelqu'un a entendue, c'était Amelia disant qu'elle manquait de carburant. Après cela, rien. Elle a juste disparu. Les efforts de recherche ont été massifs, comme si la marine américaine ne plaisantait pas. Mais aucune épave n'a jamais été trouvée. Cela a maintenant suscité de nombreuses théories. Certains disent qu'elle s'est écrasée et a coulé dans l'océan. D'autres pensent qu'elle a atterri sur une île inhabitée et y a passé ses jours. Et puis il y a les théories folles, comme était-elle une espionne pour les États-Unis? A-t-elle été capturée par les Japonais? Il y a même une théorie selon laquelle elle a changé d'identité et a vécu dans le New Jersey. Richie Edwards. Si vous êtes fan de la scène rock alternative des années 90, vous avez probablement entendu parler de Richie Edwards. Il était le guitariste et parolier des Manic Street Preachers, un groupe qui se distinguait autant par une angoisse poétique brute que par sa musique captivante. Le 1er février 1995, juste avant que le groupe ne parte en tournée aux États-Unis, Richie a disparu. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter un hôtel londonien tôt le matin, et sa voiture a ensuite été retrouvée abandonnée près du pont de Severn, un endroit tristement connu pour les suicides. Voici où cela devient compliqué. Il n'a jamais été retrouvé. Pendant des années, les fans et les théoriciens du complot ont spéculé sur ce qui s'est réellement passé. Richie s'est-il suicidé? Ou a-t-il organisé sa disparition pour échapper aux pressions de la célébrité? Certaines personnes affirment même l'avoir aperçu vivant dans des endroits aussi éloignés que l'Inde et les îles Canaries. En 2008, il a été officiellement déclaré présumé mort. Mais pour ceux qui l'aimaient et aimaient sa musique, le mystère reste irrésolu. John Spangler. La disparition de John Spangler ressemble à quelque chose tiré directement d'un film noir, sauf que celle-ci est bien réelle. Revenons à 1949. Jean était une actrice et danseuse éblouissante de 26 ans, essayant de percer à Hollywood. Elle avait eu de petits rôles dans des films et travaillait comme mannequin. Mais elle n'était pas encore très connue. Pourtant, elle était une mère célibataire élevant sa jeune fille, Christine, et l'équilibre entre ses rêves hollywoodiens. Le soir du 7 octobre 1949, Jean a dit à sa belle-sœur qu'elle sortait pour rencontrer son ex-mari à propos d'un retard de pension alimentaire et ensuite allait à un tournage de nuit pour un film. On dirait une soirée normale, n'est-ce pas? Mais voici le rebondissement. Jean n'est jamais revenu. 2 jours plus tard, son sac à main a été trouvé dans Griffith Park, l'un des vastes et étranges espaces verts de Los Angeles. À l'intérieur du sac se trouvait une note déchirée qui disait « Ne peut plus attendre. vais voir le docteur. Scott. Cela fonctionnera mieux ainsi pendant que maman est absente. » Glacial, n'est-ce pas? Mais qui était le docteur Scott et pourquoi était-elle si énigmatique? Le mystère ne fait que s'épaissir, car aucun tournage de film n'était prévu cette nuit-là. Certains ont spéculé qu'elle cherchait peut-être à se faire avorter illégalement, ce qui était courant à cette époque en raison des lois strictes. Ensuite, il y a la théorie de Kirk. Beaucoup de gens se demandaient si Kirk mentionné dans sa note faisait référence à l'acteur Kirk Douglas, bien qu'il ait nié catégoriquement l'avoir connu au-delà d'un niveau professionnel. Jimmy Hoffa. Parlons de Jimmy Hoffa, l'une des personnes disparues les plus célèbres de l'histoire moderne. Si vous avez déjà entendu la phrase « Où est Jimmy Hoffa ?» utilisée comme une blague ou dans la culture populaire, c'est parce que sa disparition est devenue si emblématique. Mais qui était-il? Pourquoi son cas fascine-t-il autant de gens? Jimmy Hoffa n'était pas n'importe qui. Il était une figure de proue dans le monde des syndicats. En tant que leader de la fraternité internationale des Teamsters, Hoffa était un fervent défenseur des droits des travailleurs et des salaires. Mais son influence s'étendait bien au-delà de la syndicat. Il jouait un jeu dangereux de politique et de pouvoir où la loyauté avait souvent une date d'expiration. Le 30 juillet 1975, Hoffa est allé rencontrer 2 mafieux dans un restaurant dans la banlieue de Détroit.
Il a dit à sa famille qu'il reviendrait bientôt, mais il n'est jamais rentré chez lui. L'enquête du FBI a révélé qu'il avait probablement été enlevé et assassiné. Mais voici le problème. Personne n'a jamais retrouvé son corps. Au fil des années, d'étranges théories ont émergé. A-t-il été enterré sous le stade des Giants? Encastré dans les fondations d'un gratte-ciel? Jeté dans les Grands Lacs? Certains croient même qu'il a été incinéré, ne laissant aucune trace. Madeleine McCann. La disparition de Madeleine McCann n'est pas seulement l'une des affaires de personnes disparues les plus célèbres, c'est aussi l'un des mystères les plus déchirants de notre époque. Revenons dans le temps. Nous sommes le 3 mai 2007 et la famille McCann est en vacances dans un magnifique complexe à Praia da Luz, au Portugal. Madeleine, âgée de seulement 3 ans, est en vacances avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs jumeaux. C'est censé être des vacances familiales relaxantes jusqu'à ce que l'impensable se produise. Ce soir-là, les parents de Madeleine, Kate et Jerry McCann sortent dîner avec des amis dans un restaurant de tapas à proximité. Leur appartement est à quelques pas et ils vérifient périodiquement les enfants tout au long de la soirée. Mais lorsque Kate retourne vérifier vers 22 heures, Madeleine a disparu. Comme ça, évaporée sans laisser de traces. Ce qui a suivi fut une frénésie médiatique internationale et l'une des plus grandes enquêtes sur une personne disparue de l'histoire. La police portugaise a d'abord soupçonné les McCann eux-mêmes, une théorie qui a profondément blessé et mis en colère la famille. Finalement, l'attention s'est portée sur la possibilité d'un enlèvement. Des témoins ont rapporté avoir vu un homme portant un enfant près de l'appartement cette nuit-là, ce qui a alimenté les théories selon lesquelles Madeleine aurait été enlevée. D.B. Cooper. Celui-ci est un véritable casse-tête. D.B. Cooper n'est pas juste un nom, c'est une légende. Cet homme mystérieux a réalisé l'un des braquages les plus audacieux de l'histoire. Et le rebondissement? Il a disparu sans laisser de traces. Plantons le décor. Nous sommes le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume élégant, monte calmement à bord du vol 305 de Northwest Orient Airlines à Portland, Oregon. Il porte une mallette et se présente sous le nom de Dan Cooper. Une fois le vol en l'air, Cooper glisse discrètement une note à une hôtesse de l'air. Au début, elle pense que c'est juste un autre homme qui la drague et ne prend pas la peine de la lire. Mais ensuite, il se penche et murmure « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe, c'est exact. Ce type détournait l'avion. Ses exigences? 200 000 $ en liquide, 4 parachutes et un camion-citerne prêt à ravitailler l'avion à l'atterrissage à Seattle. C'est là que ça devient fou. La compagnie aérienne coopère, livre l'argent et les parachutes et libère les passagers. Puis Cooper ordonne à l'équipage restant de redécoller, direction Mexico. Quelque part au-dessus de la forêt dense de l'État de Washington dans la nuit noire, Cooper fait l'impensable. Il s'attache un parachute, prend l'argent et saute de l'avion. Comme ça, personne ne le revoit jamais. Le FBI a lancé l'une des chasses à l'homme les plus vastes de l'histoire des États-Unis, mais Cooper n'a jamais été retrouvé. Des morceaux de l'argent de la rançon ont été découverts des années plus tard près du fleuve Columbia, mais cela n'a fait qu'approfondir le mystère. A-t-il survécu au saut? S'il l'a fait, où est-il allé? Et qui était-il vraiment? Au fil des années, il y a eu d'innombrables suspects, des théories folles, et même des confessions sur le lit de mort, mais aucune n'a résolu l'énigme. Dorothy Arnold. L'histoire de Dorothy Arnold est l'une des plus anciennes et des plus énigmatiques affaires de personnes disparues dans l'histoire américaine. Revenons dans le temps. Nous sommes le 12 décembre 1910, et Dorothy, une mondaine fortunée de New York issue d'une famille éminente, vague simplement à ses occupations. Elle a 25 ans, est bien éduquée, et rêve de devenir écrivain. Une ambition rare pour les femmes de son époque. Ce matin-là, elle quitte la somptueuse maison familiale à Manhattan pour faire du shopping en plein jour. Puis elle disparaît. Comme ça. Sa journée semblait tout à fait normale au début. Dorothy a dit à sa mère qu'elle sortait pour acheter une robe pour une fête. Des témoins ont confirmé plus tard qu'elle avait visité une librairie, où elle avait acheté un livre d'essai, puis s'était arrêtée dans une confiserie. Après cela, rien. Elle a disparu dans les rues animées de New York, pour ne plus jamais être revue. Au début, la famille de Dorothy a tenté de garder sa disparition discrète. Ils ne voulaient pas qu'un scandale ternisse leur réputation, alors ils ont engagé des détectives privés au lieu d'aller directement à la police. Ils ont même envoyé des enquêteurs en Europe, pensant qu'elle avait pu s'enfuir. Quand ces pistes n'ont rien donné, ils ont finalement fait appel aux autorités. Mais même avec des recherches approfondies et des appels publics, il n'y a jamais eu de pistes solides. Les enfants Sodder. Cette histoire est l'un des mystères non résolus les plus troublants, rempli de chagrin, de questions sans réponse et d'innombrables théories.
Cela commence la veille de Noël 1945 à Fayetteville, en Virginie occidentale. La famille Soder, une grande et aimante maisonnée avec 10 enfants, se préparait à passer la nuit. Les enfants étaient impatients pour les fêtes et tout semblait parfaitement normal. Mais peu après minuit, un incendie s'est déclaré, enveloppant leur maison de flammes. George et Jenny Soder, les parents, ont réussi à s'échapper avec 4 de leurs enfants. Les 5 autres, Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty, dormaient à l'étage. George a essayé désespérément de rentrer dans la maison en flammes pour les sauver, mais tout a mal tourné. Son échelle, qu'il gardait toujours appuyée contre la maison, avait mystérieusement disparu. Il a essayé d'utiliser son camion pour briser une fenêtre et entrer, mais le camion ne démarrait pas, même s'il fonctionnait bien plus tôt. Chaque effort pour sauver les enfants a été bloqué, presque comme si cela avait été orchestré. Quand le feu s'est enfin éteint, il y a eu un autre rebondissement étrange. Aucun reste des enfants n'a été trouvé dans les cendres. Pas d'os, pas de traces, rien. Plus tard, des experts ont déclaré que même dans les incendies les plus intenses, les os ne se désintègrent pas complètement. Alors, où étaient les enfants? Les Soder sont devenus convaincus que l'incendie n'était pas accidentel. Ils croyaient que leurs enfants avaient été enlevés et que le feu avait été déclenché comme une distraction. Au fil des années, ils ont reçu des lettres étranges et des signalements. Un jour, Jenny a trouvé un morceau d'objet en caoutchouc vert près du site qu'elle pensait pouvoir être un dispositif incendiaire, renforçant leurs soupçons de malveillance. Dans un autre rebondissement glaçant, ils ont reçu une photographie par courrier des années plus tard, prétendument montrant l'un des garçons disparus devenus adultes. Les Soders n'ont jamais cessé de chercher leurs enfants. Ils ont même installé un panneau d'affichage sur une route près de chez eux, implorant des réponses. Il est resté en place pendant des décennies, devenant un symbole de leur quête inlassable de la vérité. Mais malgré tous leurs efforts, le mystère de ce qui est arrivé aux enfants Soder reste non résolu. Glenn Miller. D'accord. Donc si vous avez déjà passé un vieux disque ou simplement entendu de la musique swing, il y a de fortes chances que vous ayez entendu le nom de Glenn Miller. Cet homme était le chef d'orchestre de l'ère Big Band dans les années 1930 et 40. Si l'on parle de jazz et de swing, le nom de Miller est probablement à côté de ceux des grands comme Duke Ellington et Benny Goodman. Mais voilà, Glenn Miller, l'homme qui a littéralement défini le son d'une génération entière, a simplement disparu. Une minute, il était au sommet du monde, et la minute suivante, pouf, disparu. Et le plus fou, c'est que ce n'était pas une scène dramatique dans un film d'espionnage. Non, cela s'est passé dans la vie réelle pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de la musique. C'était le 15 décembre 1944. Glenn Miller, alors major dans l'US Army Air Force, traversait la Manche dans un avion monomoteur. Il se rendait à Paris pour se produire devant les troupes stationnées là-bas. Son avion, un Norfolk Sky King, a disparu sans laisser de traces. C'était un vol assez routinier, surtout pour quelqu'un comme Miller, qui avait voyagé dans le monde entier pour son service militaire. Mais ensuite, la communication radio avec l'avion a été perdue. Il n'y a eu aucun signal de détresse, aucun signe d'avertissement. L'avion ne s'est pas écrasé immédiatement. Il a simplement disparu. Ce n'était pas un avion rempli de civils non plus. C'était Glenn Miller, un musicien célèbre, et son équipage. Et il survolait la Manche. Une zone connue pour son climat imprévisible et ses conditions de vol difficiles. Conditions. Donc, bien que certains aient pensé que le mauvais temps pourrait avoir été le coupable, il n'y a toujours ni épave, ni corps, pour le confirmer. Rien. Juste le silence. Michael Rockefeller. Pouvez-vous imaginer être le fils de l'une des familles les plus riches du monde? Michael Rockefeller avait tout. L'argent, la renommée, l'opportunité et la chance de vivre une vie de luxe. Michael aurait pu vivre la vie d'un mondain d'élite, en assistant à des fêtes somptueuses et en faisant les gros titres dans la société. Page. Mais cela ne lui suffisait pas, et donc, dans les années 1960, il a décidé de devenir anthropologue. Sa passion pour les cultures indigènes l'a conduit à voyager dans certaines des régions les plus reculées du monde. L'un de ses voyages les plus chers l'a conduit en Nouvelle-Guinée. C'était en 1961, et Michael Rockefeller, alors âgé de 23 ans, était en expédition avec un compagnon nommé Renewa Singh. Ils étaient dans la région depuis quelque temps, documentant la vie des Asmates. Personne, une tribu connue pour ses sculptures en bois élaborées et sa culture guerrière. Mais lors d'un voyage en pirogue de routine, quelque chose a terriblement mal tourné. Le 19 novembre, Michael et René partirent en canoë le long de la rivière Mamberamo pour rendre visite à une autre tribu, les Mogoy, à environ 60 miles de distance. Ils naviguaient sur les eaux troubles de la rivière quand la catastrophe a frappé.
Le canoë a chaviré et les deux hommes ont été projetés dans l'eau. René a réussi à nager jusqu'à la rive. Mais Michael, selon le récit de René, a continué à lutter dans l'eau avant d'être emporté par le courant. René a ensuite affirmé que Michael avait tenté de nager vers la rive, mais n'avait pas réussi à l'atteindre. Lorsque la nuit est tombée, et après ne rien avoir entendu de Michael, René est retourné à leur camp de base et a alerté leur guide. Incroyablement, malgré des efforts de recherche intensifs par les autorités néerlandaises et d'autres groupes, Michael Rockefeller n'a jamais été retrouvé. Bison Deal. Au milieu des années 90, Deal était un joueur exceptionnel, jouant pour des équipes comme les Orlando Magic, les Chicago Bulls, Detroit Pistons et les Denver Nuggets. Mais malgré son succès sur le terrain, Bison avait une personnalité complexe et bohème. Et puis en 2002, Bison Dell a disparu. Comme ça. Disparu des yeux du public, disparu de la NBA, disparu du monde. Ce n'était pas comme s'il se retirait simplement du basket pour prendre sa retraite. L'histoire de la disparition de Bison Dell commence à l'été 2002. Dell, avec sa petite amie Sarina Carlen et son frère aîné Miles DeBoer, a décidé de partir en mer sur un yacht nommé Hakuna Matata. Pour Bison, c'était la façon parfaite d'échapper aux exigences de sa vie d'athlète professionnel. Mais ce qui devait être un voyage relaxant s'est transformé en cauchemar. Bison et ses compagnons voyageaient à bord du yacht lorsque, fin juillet, quelque chose a mal tourné. Le bateau était amarré dans le port haïtien de Papeete, mais lorsque les autorités sont arrivées, elles n'ont trouvé aucune trace de Bison, Sarina ou Miles. À la place, ils n'ont trouvé que Miles, qui a affirmé que quelque chose s'était mal passé alors qu'ils étaient en mer et que Bison et Sarina étaient tous deux morts. Selon Miles, une série d'événements malheureux s'était déroulée. Il a dit aux autorités que Sarina était morte d'une overdose sur le bateau et que Bison était devenu violent, entraînant une confrontation qui a conduit à la mort de Bison. Après les décès, Miles a affirmé qu'il avait été contraint de se débarrasser des corps dans l'océan, la colonie perdue de Roanoke. En 1590, lorsque John White, le gouverneur de la colonie de Roanoke, est finalement revenu d'Angleterre, après un long retard, il a trouvé la colonie complètement déserte. Les maisons étaient abandonnées, les cultures disparues, et il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence. Le seul indice laissé derrière était le mot Croatoan gravé sur un poteau du fort. White fut d'abord soulagé, pensant que les colons avaient peut-être déménagé sur l'île Croatoan, où vivait une tribu amérindienne locale. Mais sa recherche des colons sur place s'avéra infructueuse. Il ne trouva aucune trace des colons disparus. Pas de corps, aucun signe d'habitation et aucun indice supplémentaire. C'était comme si toute la population s'était simplement évaporée dans les airs. Ce qui rendait cela encore plus étrange, c'est que lorsque White était parti, il avait convenu avec les colons d'un signal. S'ils avaient déménagé, ils devaient graver une croix quelque part pour indiquer qu'ils l'avaient fait pacifiquement. L'absence de croix, combinée au mot mystérieux Croatoan, laissa White avec encore plus de questions sans réponse. Que signifiait cela et où étaient les colons? Lars Mittank. La disparition de Lars Mittank en 2014 est l'une des affaires les plus étranges de ces dernières années. Ce jeune Allemand, de 28 ans, était en vacances en Bulgarie avec des amis quand les choses ont pris une tournure inquiétante. Après une dispute avec ses amis et une étrange altercation dans une clinique locale, Lars s'est comporté de manière de plus en plus erratique. Il était allé chez le médecin pour une infection de l'oreille et s'était vu prescrire des antibiotiques. Mais quelque chose a déclenché un changement en lui. Il a commencé à montrer des signes de paranoïa, disant à ses amis qu'il avait l'impression que quelqu'un le poursuivait. Le jour de sa disparition, Lars se trouvait à l'aéroport de Varna. Les images de surveillance le montrent agissant de manière inhabituellement paranoïaque, regardant par-dessus son épaule, faisant les 100 pas, puis soudain, courant hors du terminal. Il s'est enfui dans les bois environnants, où il a disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches approfondies, il n'y a eu aucune trace de lui. Certaines théories suggèrent qu'il souffrait d'une réaction aux antibiotiques ou qu'il avait une dépression nerveuse. D'autres spéculent qu'il était impliqué dans quelque chose de plus sinistre, comme un enlèvement forcé. Son cas reste non résolu, et le comportement bizarre de Lars Mittank avant sa disparition continue de fasciner et de mystifier. Que lui est-il arrivé? C'est un mystère qui n'a pas été résolu et ne le sera peut-être jamais. Jim Sullivan. La disparition de Jim Sullivan, en 1975, est l'un des mystères les plus déconcertants du monde de la musique. Sullivan était un musicien talentueux qui avait sorti un album bien accueilli, UFO, mélangeant folk et rock. Mais sa disparition soudaine en mars 1975 a laissé les gens stupéfaits. Sullivan voyageait à travers le pays, visant à percer dans la scène musicale de Los Angeles. Il a dit à sa famille qu'il allait rencontrer un contact dans la ville. Mais
Mais après que sa voiture a été retrouvée abandonnée dans le désert du Nouveau-Mexique, les choses ont pris une tournure bizarre. La voiture a été découverte avec les clés sur le contact et sa guitare toujours à l'intérieur. Ce qui a vraiment fait froncer les sourcils, c'était le fait que le véhicule était garé sur une route isolée, sans signe de lutte. Dans les jours précédant sa disparition, Sullivan avait apparemment mentionné des expériences étranges, y compris une vision d'un ovni dans le désert. Certaines personnes pensent qu'il a peut-être été victime d'un acte criminel, possiblement lié à sa carrière musicale ou à ses problèmes personnels. D'autres pensent qu'il était mentalement instable et s'est égaré dans le désert, succombant aux conditions difficiles. Malgré des recherches approfondies, Sullivan n'a jamais été retrouvé, et le mystère entourant sa disparition reste non résolu. Connie Converse. La disparition de Connie Converse en 1974 est un mystère troublant qui a intrigué les fans de musique et les passionnés de fêtes d'hiver. Connie était une auteure-compositrice-interprète dans les années 1950 et 60, souvent comparée à Bob Dylan pour ses paroles introspectives et poétiques. Cependant, malgré son talent, elle n'a jamais atteint la renommée qu'elle méritait. Et au début des années 70, sa carrière musicale était effectivement terminée. En août 1974, Connie a laissé une lettre pour sa famille leur disant qu'elle partait sans laisser de traces pour recommencer à zéro et qu'elle ne voulait pas être retrouvée. Elle a emballé ses affaires et a quitté sa maison dans le New Jersey. Personne ne l'a jamais revue. Sa voiture a été retrouvée abandonnée plus tard, mais Connie elle-même n'a jamais été retrouvée. Il n'y avait aucun signe de mauvais traitement ou de lutte, ce qui a conduit certains à croire qu'elle avait simplement disparu pour échapper à sa vie et repartir à zéro, coupant peut-être même intentionnellement les ponts avec le monde. D'autres suggèrent qu'elle aurait pu souffrir de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale qui ont contribué à sa décision de disparaître. À ce jour, il n'y a pas d'explication concrète pour la disparition de Connie Converse, et sa musique reste étrangement sous-appréciée. Harold Holt. La disparition de Harold Holt en 1967 est l'un des mystères les plus déroutants de l'Australie. Holt était le premier ministre de l'Australie à l'époque, une figure charismatique et influente qui était en fonction depuis 1966. Sa disparition soudaine lors d'une baignade dans l'océan près de Cheviot Beach, Victoria, a été le sujet de nombreuses théories et spéculations. Le 17 décembre 1967, Holt est allé nager dans les vagues malgré des avertissements concernant les conditions difficiles. Ses compagnons, y compris son secrétaire particulier, l'attendaient sur le rivage, mais Holt n'est jamais revenu. Ses vêtements et effets personnels ont été retrouvés sur la plage et une recherche a été immédiatement lancée, impliquant l'armée et les gardes-côtes. Malgré un effort massif, aucun signe du corps de Holt n'a jamais été découvert. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer ce qui s'est passé. La plus plausible est que Holt, un bon nageur, a été pris dans un courant d'arrachement et s'est noyé, son corps emporté au large. Cependant, d'autres théories ont émergé au fil des ans. Certains croient que Holt a été victime d'un assassinat politique, tandis que d'autres spéculent qu'il aurait pu simuler sa mort pour échapper à la vie publique. Bobby Dunbar. L'affaire de Bobby Dunbar est l'un des enlèvements d'enfants les plus effrayants de l'histoire américaine, mais c'est aussi un mystère avec un rebondissement qui soulève plus de questions que de réponses. Bobby Dunbar était un garçon de 4 ans de Louisiane qui a disparu en 1912 pendant des vacances en famille. Ses parents, Percy et Leila Dunbar, étaient en vacances près du lac Swayze lorsque Bobby a disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches intensives, le petit garçon était introuvable. 8 mois plus tard, un homme nommé William Walters a été arrêté dans le Mississippi après avoir été trouvé avec un garçon correspondant à la description de Bobby. Walters a affirmé que le garçon était un enfant qu'il avait recueilli après l'avoir trouvé abandonné dans les bois. Mais lorsque les parents de Bobby ont été amenés pour identifier l'enfant, ils l'ont immédiatement reconnu comme leur fils, et il leur a été rendu. Cependant, quelques années plus tard, des doutes sur la véritable identité de Bobby ont commencé à émerger. Une femme nommée Julia Anderson s'est manifestée, affirmant que l'enfant que les Dunbar avaient ramené chez eux était en réalité son propre fils, Charles, qui avait été enlevé. Il y eut une longue bataille judiciaire, mais finalement, les Dunbar obtinrent la garde de l'enfant qu'ils croyaient être Bobby. Ambrose Bierce. Bierce était un écrivain, journaliste et satiriste renommé, connu pour son esprit acerbe et ses commentaires incisifs. Il était célèbre pour des œuvres comme Le Dictionnaire du Diable et un incident à Owl Creek Bridge, ainsi que pour sa couverture de la guerre civile américaine. Cependant, dans ces dernières années, Bierce est devenu de plus en plus désillusionné par la vie et le monde qui l'entourait. En 1913, à l'âge de 71 ans, Bierce a décidé de voyager au Mexique pour être témoin de la révolution mexicaine de première main, dans l'espoir d'écrire sur le conflit. Il a quitté son domicile de Washington, district de Columbia, et s'est dirigé vers la ville frontalière de Ciudad Juárez.
La dernière lettre de Bierce a écrit à ses amis aux États-Unis était remplie de remarques cryptiques et il a mentionné qu'il se dirigeait vers le front de la Révolution. Après cela, Bierce n'a plus jamais été entendu. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer sa disparition. Certains croient qu'il est mort au Mexique, soit au combat, soit à cause des conditions difficiles de la Révolution. D'autres pensent qu'il a peut-être disparu intentionnellement, cherchant à mettre fin à sa vie d'une manière conforme à sa vision cynique de l'existence. Une autre théorie suggère que Bierce a été capturé par des rebelles ou des soldats mexicains et que son sort reste un mystère tragique. Sean Flynn, fils de la légende hollywoodienne. Errol Flynn, Sean était un journaliste et photojournaliste talentueux, bien connu pour son travail couvrant la guerre du Vietnam durant les années 1960 et 1970. Il était attiré par les zones de guerre, non seulement en tant que reporter, mais comme quelqu'un qui ressentait une connexion profonde avec les histoires qui s'y déroulaient. En avril 1970, alors qu'il couvrait la guerre au Cambodge, Sean Flynn, avec son collègue, le photographe Dana Stone, fut capturé par les Khmers rouges, soldats. Ils voyageaient à moto lorsqu'ils ont été arrêtés par un groupe de soldats armés. Les dernières photos connues d'eux dans un rapport indiquaient qu'ils étaient vivants lorsqu'elles ont été prises, mais ils n'ont jamais été revus. Les circonstances entourant leur disparition restent floues. Bien qu'il y ait eu divers rapports et rumeurs au fil des années, aucune preuve concrète n'a émergé concernant leur sort. Certains croient qu'ils ont été tués peu de temps après leur capture, tandis que d'autres spéculent qu'ils ont été détenus en captivité pendant des années, vivant peut-être même sous des identités différentes. Azaria Chamberlain. L'affaire Azaria Chamberlain est une des disparitions les plus infâmes et tragiques de l'histoire australienne. En août 1980, Azaria Chamberlain, un bébé de 9 semaines, campait avec ses parents, Lindy et Michael Chamberlain, à Uluru, dans l'arrière-pays australien. La famille avait installé le campement dans le parc national, une destination touristique populaire, lorsqu'un incident s'est produit qui allait changer leur vie à jamais. Lindy Chamberlain a affirmé que pendant qu'elle préparait le dîner à l'intérieur de la tente, elle a entendu un bruit et est sortie pour découvrir que sa fille avait été emportée par un dingo, un chien sauvage natif de la région. L'histoire de Lindy et Michael a d'abord été accueillie avec sympathie, mais avec le temps, des doutes ont commencé à émerger concernant le récit de Lindy. La police, poussée par des soupçons croissants, a mené une enquête approfondie, concluant finalement que Lindy avait tué sa fille. Ils ont soutenu que l'histoire du dingo était une couverture et que Lindy avait mis en scène la mort d'Azaria pour cacher ses propres actions. En 1982, Lindy Chamberlain a été condamnée pour le meurtre d'Azaria et a été condamnée à la prison à vie. Cependant, une série d'incohérences dans l'affaire a provoqué un tollé public et au fil des années, l'enquête a été rouverte. En 1987, de nouvelles preuves ont émergé. En particulier, une découverte cruciale qui soutenait la théorie originale selon laquelle un dingo aurait effectivement pu prendre Azaria. Cela a conduit à la libération éventuelle de Lindy de prison, et en 1992, la Haute Cour australienne a annulé sa condamnation, reconnaissant qu'il y avait eu une erreur judiciaire. Si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner.